Nous sommes le jeudi 6 juin 2024. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information couvrant Portneuf et ses environs. Info, c'est JSR. Le SOS Accueil de Saint-Raymond a procédé à l'inauguration officielle de son nouveau local mercredi dernier. On parle du symposium riche en couleurs de Cap Santé qui aura lieu à la fin du mois, agrémenté des images de la conférence de presse qui a eu lieu ce mercredi. Le Raid de Bras du Nord aura lieu pour sa 20e édition cette année au Parc Promutuel de Saint-Raymond. Et finalement, la MRC de Portneuf dispose maintenant d'un plan de 15 ans pour l'amélioration de la mobilité durable dans la région. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'inauguration officielle du nouveau bâtiment du SOS Accueil a eu lieu mercredi, le 29 mai dernier, en présence des nombreux partenaires financiers ayant collaboré lors de la campagne de financement. En 52 ans d'existence, il s'agissait du déménagement du SOS Accueil de Saint-Raymond. Raymonde Gingras, la fondatrice de l'organisme, était présente lors de l'ouverture officielle et avait un véritable sentiment de fierté. La voici. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. En me couchant un soir, je vais dire mission accomplie. On est rendu chez nous, sur un étage seulement. On a travaillé fort et c'est les efforts de toute la communauté et de toutes les communautés qui font partie des gens qu'on dessert à Saint-Raymond. C'est vrai que le SOS Accueil est un organisme qui a eu un chemin très différent des autres. C'est que c'est des gens à la base, et de par mon travail à l'école, je voyais tellement de personnes, d'élèves qui manquaient soit des nourritures, soit de l'habillement ou des choses comme ça, qu'on a sensibilisé les mouvements de la paroisse dans le temps, il y a 52, 53 ans. Et les mouvements, on s'est regroupés ensemble, une personne par mouvement, les fermières, les filles d'Isabelle, les chevaliers de Colomb, les franciscains qui existaient dans ce temps-là, il y avait les dames chrétiennes, en tout cas, il y en avait plusieurs, et on a dit, on fonde le SOS Accueil. Première année de fonctionnement, 4 000 $ de budget. Ça fait changement au bout de 52, 53 ans. Ça fait vraiment changement. Il y a un peu plus d'un an, le SOS Accueil débutait la campagne de sociofinancement qui, oui, a excédé les attentes des organisateurs. On entend la présidente Reine Caillé à ce sujet. C'est un grand jour pour nous, les bénévoles, de célébrer enfin notre nouvelle bâtisse. Que de travail accompli au cours de cette année. Quand je pense à notre première rencontre qui a eu lieu le 19 avril 2023 au Centre multifonctionnel pour annoncer le projet et la campagne de sociofinancement et dire que nous sommes déjà, un an, un mois après, déjà à l'ouverture officielle. Pour parler de chiffres, à ce jour, la contribution du sociofinancement a été de l'ordre de 458 000 $.
Côté fils et l'entreprise raymondoise qui a rendu possible la construction du bâtiment, comme elle a procédé à un don de l'expertise pouvant mener à bien le projet. On entend le propriétaire Jean-René Côté concernant la démarche qui a mené à son entreprise à aller de l'avant avec ce don. Fait que là, on s'assoit avec les plans, on est prêt, on les reçoit à nos bureaux de Saint-Raymond. Puis là, on nous dit, Jean-René, t'es en train de faire de quoi de beau avec le chalet Tanguay à Camp-Port-Neuf. Il dit, les SOS Accueil aussi, on aimerait ça peut-être revoir le projet, revoir les plans, qu'est-ce qu'on pourra faire, rentrer dans le budget. Là, j'ai fait, oh, OK, oui, c'est intéressant, on va regarder ça. Donc, on est passé d'un projet potentiel à, un don potentiel pour le SOS Accueil. Fait que là, j'ai dit, bon, écoute, François, Claude, on va regarder ça, laissez-moi 24 heures, on va penser à ça. Là, normalement, 2 projets d'envergure comme ça, en donation dans la même année, c'est quand même beaucoup pour la grosse entreprise qu'on a. Fait que là, je me suis mis un peu à regarder sur les réseaux, à regarder sur Internet, le SOS Accueil, tu sais. On connaît tous le SOS Accueil, mais de là à dire qu'on regarde qui travaille là-dedans, c'est qui les fondateurs, on n'avait jamais pris le temps. Fait que là, c'est quand on a vu que la grande famille qui avait en arrière de ça, tous les bénévoles qui avaient en arrière de ça, je pense que c'est le lendemain, je me souviens pas François ou Claude, là, je pense que c'est le lendemain ou dans la même semaine, j'ai fait comme, OK, c'est beau, on embarque. C'est correct, on le fait, peu importe le montant. Il faut s'asseoir avec l'architecte, il faut y aller. J'ai dit, il y a tellement une belle famille, il y a tellement du monde qui donne de cœur là-dedans. J'ai dit, on y va, on est all-in, côté fils, all-in là-dedans. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond et co-porte-parole de la campagne de financement du SOS Accueil, est d'avis que l'organisme est important pour les autres municipalités à proximité de Saint-Raymond. On l'écoute. Le SOS Accueil, c'est au-delà de Saint-Raymond. C'est Sainte-Christine, c'est Saint-Léonard, c'est Lac-Sargent, c'est Rivière-à-Pierre. C'est une communauté. Et c'est là, je parle de Saint-Raymond, mais la communauté, justement, des villes autour ont embarqué. On est une ville de centralité où on donne des services à d'autres villes et on se doit d'être régional et de continuer cette aide-là qu'on peut offrir aux autres villes. Pour moi, félicitations à tout le monde. Grand merci. Grand merci aux donateurs. Un grand nombre de partenaires ont aidé justement financièrement l'organisme comme Saint-Raymond avec 400 000 $. Bon, Promutuelle Assurance a également participé aux efforts. Voici le co-directeur général Mathieu Allison. Je vais faire un petit peu un saut dans le temps. En 2022, j'ai un monsieur qui s'appelle Claude Duplain qui est venu nous rencontrer chez nous pour un projet dont il a fait allusion tantôt qu'on a annoncé hier. Puis au moment où on a complété l'entente sur ce dossier-là, j'ai vu un Claude Duplain qui a enlevé son chapeau de maire puis qui a mis son chapeau de coprésident d'honneur de la campagne de SOS Accueil qui m'a dit « Bon, on a réglé ce dossier-là. À partir de maintenant, j'ai un autre dossier qui s'appelle SOS Accueil. » On dit « Ouais, Claude, on vient de faire un grand bout avec la ville. Tu pourrais... » Il dit « Non, ça, c'est d'autres choses. Là, on se parle de SOS Accueil. » Il dit « La ville va mettre des sous, mais on a besoin de l'implication de la communauté. Donc, on a besoin de l'implication de Promutuelle Assurance. » Puis c'est à cette époque-là, on a pris la décision, on était M. Gauthier et moi à ce moment-là, puis on a pris la décision au nom de Promutuelle d'appuyer le projet de relocalisation de SOS Accueil à la hauteur de 100 000 $. Alors, on comprend que le projet dont M. Allison fait référence, c'est le parc Promutuelle qui sera situé sur la rue des Pionniers à Saint-Raymond, dont on vous parlait la semaine dernière. La situation financière de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'améliore à nouveau, selon le rapport qu'a partagé le maire Pierre Delbecq lors du conseil de ville du 27 mai dernier. Selon ce rapport, le taux global de taxation est une des meilleures de la région et la ville a un des meilleurs indices de vitalité économique du Québec. Comparé à Lévis, l'indice de vitalité de Sainte-Catherine est pratiquement 2 fois plus grand. Lévis a un indice de vitalité de 11,41 et pour Sainte-Catherine, cet indice est fixé à 20,06. Voici d'ailleurs ce que le maire avait à dire lors du dernier conseil. Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. Rapport financier. Tout d'abord, l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2023 s'est soldé par un surplus ou excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 958 430 $.
en tenant compte de notre part dans les résultats de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, l'excédent consolidé se chiffre à 1,4 213 000. Les revenus non consolidés ont donc atteint 18 493 540 $ par rapport à un budget de 18 390 999, un écart positif inférieur à 1 %. Dans la conclusion de son rapport, le maire mentionne l'attractivité de Sainte-Catherine. Ça permet la création de plusieurs emplois, une diversité des services commerciaux de proximité et des coûts de services municipaux très compétitifs et par conséquent un taux global de taxation favorable pour les contribuables. Ce document est disponible sur le site web de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La fête des voisins a été célébrée ce samedi partout dans la région de Portneuf. Charles Laviolette a fait la tournée de plusieurs de ces fêtes et voici donc son reportage. Partout au Québec, ce samedi 1er juin dernier, on célébrait la fête du voisinage. Pour une 18e année consécutive, des municipalités partout au Québec ont convié leurs concitoyens à des activités festives. Les municipalités de Portneuf ont largement participé à cette journée et des centaines de personnes ont pu mieux connaître leurs concitoyens lors d'activités culturelles et sportives qui visaient entre autres à augmenter la participation citoyenne, accroître le sentiment de sécurité et favoriser l'entraide. À Saint-Ubalde, en plus d'un spectacle et d'un dîner hot dog, les citoyens ont pu participer à la marche Jean-Denis qui vise à amasser des fonds pour les gens malades. On écoute Steve Boutet, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la municipalité de Saint-Ubalde. C'est important à Saint-Ubalde, les loisirs, la culture, la vie communautaire, pour essayer de garder nos gens à Saint-Ubalde, essayer de promouvoir notre village, faire bouger les jeunes de notre village, que ce soit les tout-petits, des 0-4 ans, jusqu'à nos aînés. Sans participants puis sans bénévoles, on est capable de rien faire. À Saint-Ubalde, on est vraiment gâtés de pouvoir avoir tout ce complément pour réussir à faire des belles activités, que ce soit l'été, l'hiver. On est 4 saisons. Là, on y va en ce moment même pour une activité. On avait le bazar il y a 2 semaines. On a la marche Jean-Marc Denis. On a le bal des finissants, un chansonnier, des mardis musicaux qui s'en viennent, Festival des pompiers. À Saint-Ubalde, ça bouge beaucoup avec l'aide de tous et chacun. À Saint-Casimir, le club Optimiste a profité de l'occasion pour tenir sa grande journée des petits entrepreneurs. Des jeunes entrepreneurs ont déployé leur table pour offrir des produits qu'ils ont eux-mêmes créés. On écoute Cathy Gilbert, présidente du club Optimiste. On est à la 2e édition du marché des petits entrepreneurs à Saint-Casimir, maintenant chapeauté par le club Optimiste de Saint-Casimir. C'est pratiquement 10 bénévoles qui sont derrière le projet. S'ils ne seraient pas là, le marché ne pourrait pas avoir lieu. À Saint-Marc-des-Carrières, toutes sortes d'activités se sont tenues en après-midi et en soirée. La journée a été agrémentée de jeux pour les enfants ainsi que de spectacles musicaux et de cracheurs de feu. Accès Travail Portneuf tenait une table pour susciter les contacts interculturels. On écoute Marche Fernandez qui avait préparé un plat typiquement mexicain pour ses concitoyens. Preparé un platillo típico mexicano. Este platillo es tamales. Viene envuelto en una hoja de plátano. Lo de adentro es masa de maíz con pollo y un poco de picante.
Le cimetière Juchereau-Duchesnay de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a été rénové dans les dernières années afin de rendre hommage à l'histoire de la municipalité et des personnages qui y ont habité. C'est ce mardi 4 juin que l'annonce officielle a eu lieu en collaboration avec la paroisse de la Transfiguration du Seigneur active dans les villes de Saint-Augustin, Sainte-Catherine et Saint-Félix. Selon la présidente de la fabrique, Francine Dorval, c'est une collaboration avec la ville qui a rendu le projet possible. La voici. Monsieur le maire, je me permets de souligner l'excellente collaboration que nous avons eue de la part des différents intervenants de la ville dans ce projet, qui marque, à n'en pas douter, le début d'une nouvelle ère de collaboration entre nos deux institutions. D'autres initiatives ont pavé la voie à ce partenariat. Et je suis consciente qu'ensemble, nous pourrons consolider nos liens pour le plus grand bénéfice des citoyens et des paroissiens. Je m'en voudrais de ne pas souligner toute la contribution et l'engagement de Mme Nathalie Laprade, qui est à la fois conseillère pour la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, mais aussi notre personne responsable au sein de la paroisse pour la gestion des cimetières. On ne peut pas se le cacher. Cela a favorisé une étroite collaboration et nous a permis des fois de pouvoir mieux faire passer nos messages. Alors, merci beaucoup Nathalie, ça a été très, très, très apprécié. Selon la présidente de la Commission de la capitale nationale du Québec, Marie-Claire Ouellette, c'était naturel de s'associer à la fabrique pour préserver ce site patrimonial. On l'entend à propos de personnes importantes qui sont enterrées dans le sol de ce cimetière. Le cimetière constitue le dernier repos de personnages historiques d'envergure nationale qui ont joué un rôle vraiment significatif dans notre société. Qu'il suffise de penser à Eugène-Étienne Taché, architecte à l'origine de la construction du Parlement, Anne Hébert, poétesse et romancière dont la réputation déborde les frontières du Québec, au poète Hector de Saint-Denis-Garneau, également une figure de proue dans son domaine, et à plusieurs familles illustres, notamment irlandaises. Ce projet de mise en valeur met justement l'accent sur les éléments caractéristiques qui traduisent les valeurs patrimoniales, historiques, architecturales et paysagères du site. Pour le maire de Sainte-Catherine, il était très important de mettre en valeur ce cimetière et j'ai réalisé une courte entrevue avec lui. La voici. Oui, c'est bon. C'est Danick Julien, je suis présentement avec le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, M. Pierre Delbecq. Bonjour, M. Delbecq. Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, on est à l'événement de l'inauguration officielle du cimetière ici, dans la place de l'église de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui a été revampé avec des travaux qui ont commencé il y a plusieurs années, là, environ 6 ans. 2017, ça a été les premières ébauches. Comme j'ai dit tantôt dans mon discours, moi, ça a été avant, parce que ça faisait 3 mois que j'étais maire ici. Puis je suis allé voir les, j'ai dit comment ça se fait que vous n'avez pas plus de respect qu'il faut pour rester un cimetière comme ça n'a pas de sens. On a commencé à travailler déjà avec la fabrique pour les sensibiliser au fait que la ville voulait s'impliquer. Ça a été ardu au début parce que, techniquement parlant, une ville n'a pas le droit de s'impliquer dans des choses religieuses. À travers le processus, comme n'importe qui, ça évolue. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour une municipalité, effectivement, de s'impliquer. On a travaillé en fonction de livrer ça aujourd'hui. Non seulement c'est un beau cimetière, juste à côté de la Jacques-Cartier, c'est quand même quelque chose, mais c'est les gens qui sont installés ici. Moi, il y a un an que je regardais, les Garneau, j'ai la famille Garneau, moi, pas loin de chez nous. Richard reste à côté de chez nous. Monsieur Garneau, père, reste un petit peu plus loin, puis 2 oncles qui sont là aussi. Puis c'est spécial. Tu les regardes, tu te dis, bon, c'est l'histoire de Sainte-Catherine de génération en génération. Non, je pense que c'est une bonne chose qu'on l'ait fait. Ça valait le coup. Comme vous le disiez tantôt, les villes ne peuvent pas vraiment s'impliquer dans le religieux. Il y a quand même eu un travail de collaboration qui a réussi à se faire. J'imagine que ça, vous en êtes fiers quand même d'avoir pu collaborer. Bien, très fier, parce que techniquement parlant, moi, je viens de finir mon mandat, mais j'étais président du conseil de la Commission de la capitale nationale. Je connais très bien Marie-Claire. Puis j'ai commencé à négocier avec elle, point à la ligne. Je voulais voir comment elle s'irait. Du moment qu'on a eu la confirmation du montant, sa confirmation du montant, c'est là qu'on a réalisé qu'on ne pouvait pas être le maître d'œuvre.
C'est de là qu'on a fait le lien avec la fabrique. On les a toujours supportés, on les a toujours aidés. On était un peu le petit joueur caché, là. Mais ils ont fait un beau travail, franchement. Ils ont fait un très bon travail. Ils ont été très professionnels, très ouverts, ce qui fait qu'on a été capable de livrer un produit comme on livre aujourd'hui. M. Delbecq, également, 2024, c'est les 200 ans de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. J'imagine que ça a quand même son importance de présenter ce qu'on présente aujourd'hui dans le cadre du 200e. Est-ce qu'il y a un lien à faire là-dedans? Ou... Oui, parce que techniquement parlant, on aurait peut-être été capable de le faire l'année passée. Ouais. Mais étant donné qu'on s'en allait sur le 200e, on s'est dit, bien, coudonc, le timing serait peut-être meilleur de le faire là, puis de rendre hommage à ces gens-là, comme les a fait, à l'intérieur du 200e, puis de démontrer que Sainte-Catherine, c'est qui, c'est quoi, ça vient d'où. J'ai toujours dit, moi, c'est pas ce que tu vois qui est important, c'est de savoir d'où tu viens. Ouais. Fait que là, au moins, on a une belle image aujourd'hui de savoir d'où on vient. Et vous pensez que pour les générations futures de Sainte-Catherine, ça va être encore super important, le site ici? Je pense pas, je suis convaincu. Il y a une gêne à Sainte-Catherine parce que les gens, même les nouvelles familles qui arrivent ici, là, ils s'intègrent rapidement à Sainte-Catherine puis ils deviennent très fiers de faire partie de la ville en soi. J'ai pas de crainte pour l'avenir. Surtout que on va le garder comme ça. Là, là ben, il nous reste une phase, c'est les pierres tombales. Que celle-là, on va travailler pour aller chercher l'argent qu'il faut. Ça se trouve être quoi, cette phase-là? Vous allez les... Toutes les revamper. OK. Il y en a beaucoup que les familles n'existent même plus. Mais on veut toutes réellement les revamper. On a fait faire l'évaluation il y a 2 ans. On parlait de 125 000. J'ai l'impression qu'on doit être rendu dans les autres de 150 160 000. Mais ça serait réellement la cerise sur le gâteau pour le cimetière. D'avoir les pierres tombales là, remises à neuf, puis comme il faut. Pierre Delbecq, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au retour de la pause, on vous offre le reportage de Philippe Papillon sur le marché aux couleurs des saisons ayant eu lieu à Donnacona les 1er et 2 juin derniers. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh, mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget, réel, crédit, ça s'apprend. Ben, moi, je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. Le marché aux couleurs des saisons s'est tenu à Donnacona cette fin de semaine au Parc des Berges. Les organisatrices Mégane Hamel et Cathy Chartier ont discuté avec Philippe Papillon. Pour l'occasion, voici une partie de son reportage. Aujourd'hui, c'est un gros party qu'on fait. C'est un gros événement. Donc, c'est le marché aux couleurs des saisons, édition couleurs du printemps. Donc, ça se déroule au Parc des Berges le 1er et le 2 juin, de 10h à 16h30. On a plus de 60 exposants avec nous, donc la crème de la crème. On a 2 food trucks, on a des mini-beignes, on a le resto-gare Port-Neuf, qui sont délicieux, de la bonne poutine, des bonnes beignes. Sinon, les 60 exposants, c'est varié de tout. On a même des jeunes entrepreneurs avec des pots de fleurs, des bois d'allumage, des stylos. C'est un gros party, vraiment intérieur-extérieur. C'est le gros party. Bonjour, nous vous présentons le Bedon Gourmand. Nous sommes situés à Sainte-Gertrude, à Bécancour. Nous vendons des confitures, des marinades et des gelées. Nous avons les catégories de confitures alcoolisées, des sans sucre, à l'érable, au chocolat et les traditionnels. Un de nos plus grands vendeurs est la confiture La Pina Colada. En fait, c'est une confiture alcoolisée au rhum, à la noix de coco et à l'ananas. En fait, nous sommes 2 filles bien ordinaires. Cathy et moi, on s'est rencontrées. La vie a fait en sorte qu'on se rencontre dans
différentes circonstances. Puis on s'est lancé en affaires parce que c'était vraiment difficile. Moi, j'ai une compagnie chez Épicure. Elle fait Senti. C'était vraiment très difficile de se placer dans des événements. Puis on aime vraiment ça. On adore les gens. Donc, c'était vraiment difficile. On a décidé de s'enrouler dans ce rôle-là, d'être organisatrice d'événements. Puis aujourd'hui, on est propriétaire des Fofolles organisatrices. On gère beaucoup de choses. On a 60 exposants aujourd'hui. On a plusieurs événements qui sont à venir également. Donc, on est deux filles complètement ordinaires qui ont décidé de se lancer en affaires, tout simplement. Voilà. Donc, nos coups de cœur pour cette année, bien, cette saison, on a Bourtois-la-Fraise qui est de Donnacona, qui nous suit partout dans tous nos marchés. C'est des aliments lyophilisés. Donc, c'est incroyable. Vous devez venir goûter à ça. Nous sommes une entreprise de Donnacona qui font de la lyophilisation de fruits et de bonbons. La lyophilisation, est-ce que tu connais ça, Cathy? Non, pas du tout. Je vais te l'expliquer dans les grandes lignes. C'est vraiment de la déshydratation à froid. Donc, vraiment, les aliments sont gelés, après sont sublimés. Ça fait qu'ils sont figés dans le temps, qu'ils gardent tous leurs nutriments. Ça devient croquant comme un snack. C'est vraiment à essayer. Et c'est quoi les produits que tu offres? On a plusieurs sortes, plusieurs variétés de fruits, de légumes. On a aussi des bonbons, on a fraises, framboises, pommes cannelle, ananas, on a toutes sortes de choses. Venez nous voir, vous allez découvrir ça. On a Patrick Blanchette, le BDiste, qui fait même des écoles. Hein? Il va dans les classes montrer comment dessiner des BD. Et il est à l'intérieur, donc vous pouvez venir chercher des livres et des autographes, des dédicaces. Je suis Patrick Blanchette, je suis auteur de bande dessinée. J'écris la série Aube du monde des rêves que vous voyez ici, qui est publiée chez Presse Aventure. C'est une série qui raconte l'histoire de Aube, la petite fille que vous voyez ici, qui a un œil vert et un œil bleu. Et son œil vert lui donne le pouvoir d'entrer dans les rêves des autres. Mais on ne sait pas d'où ça lui vient, donc on le découvre au fil de la série. On a vraiment plein d'autres artisans, mais je vous dirais que ça serait trop long de vous les citer. Mais ça vaut la peine de venir nous voir parce qu'il y a vraiment du monde. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on en fait un aussi le 28-29 septembre à la même place. Donc, au Parc des Berges, vous pouvez suivre le groupe Marché aux couleurs des saisons. La première maison des aînés de Portneuf débutera officiellement ses activités à l'automne 2024. Une maison des aînés, c'est un modèle d'hébergement pour les aînés bien différent des CHSLD. Jonathan Jessica, directeur adjoint des services autonomes pour personnes âgées, a expliqué en point de presse ce qu'était l'essence même d'une maison des aînés. Le voici. Au niveau des maisons des aînés, on parle de maisonnées de 12. Donc pour la maison des aînés de Pont-Rouge, on est à 4 maisonnées, ce qui va représenter 48 lits pour accueillir des résidents. Donc la différence, c'est plus au niveau de vraiment accompagner le résident tout au long de la journée au regard de ses besoins, de son histoire de vie, en prenant véritablement son rythme de vie. Donc on respecte tout le cycle du sommeil, tant également pour la médication, pour l'approche repas également. Donc c'est vraiment, on est sur une approche un peu innovante là pour nos personnes âgées et véritablement on peut parler de philosophie, c'est la philosophie du respect du rythme de vie de la personne âgée qui est nettement moins qu'en CHSLD où les CHSLD, voilà, on dirait que c'est plus comme... C'est une structure, des routines établies avec des horaires déjà prédéfinis. En fait, à la maison des aînés de Pont-Rouge, donc on va avoir 3 maisons des aînés, 3 maisonnées, donc ça va faire 36 lits dédiés à nos personnes âgées de Portneuf. Et on aura une maisonnée de 12 où là c'est déficience physique, donc avec une capacité de 12 lits. Les travaux nécessaires pour l'ouverture du bâtiment sont terminés. Le CIUS de la capitale nationale a dès maintenant les clés de la maison des aînés, mais doit la rendre complètement opérationnelle avant d'y accueillir les aînés. Voici la directrice territoriale Julie Maltais-Laflamme à ce sujet. On reçoit les clés, mais c'est une première étape de plusieurs. Dans le fond, du moment qu'on reçoit les clés, comme on le disait, c'est un nouveau bâtiment, c'est beaucoup de choses à aménager. Donc, c'est une nouvelle philosophie aussi, c'est une nouvelle approche au niveau de la maison des aînés. Donc, du moment qu'on reçoit les clés, il y a une période d'activation qu'on appelle, qui s'enclenche, qui dure sur plusieurs semaines, là, qui va nous apporter jusqu'à l'automne. Donc, c'est l'activation de tout ce qui est système électronique, informatique, le matériel qui entre, l'immobilier, tout ça. Donc, c'est une phase d'activation qui va nous amener jusqu'à l'automne.
Les maisons des aînés ont la réputation d'être attractives et lumineuses autant pour les usagers que le personnel, évidemment, pour les travailleurs et travailleuses de ces nouveaux centres d'hébergement. Il y aura un temps d'adaptation, d'où l'importance de prendre le temps de bien activer l'établissement, comme le disait Mme Laflamme-Maltais un peu plus tôt. Les 29 et 30 juin prochains, à Cap-Santé, se tiendra la 22e édition du Symposium de Cap-Santé riche en couleurs. Hier, mercredi 5 juin, se tenait la conférence de presse pour le dévoilement de la programmation et pour le dévoilement de la présidente d'honneur. C'est Catherine Blackburn, une artiste bien connue de Cap-Santé, qui assume ce rôle. Catherine Blackburn a réalisé l'an passé son exposition nommée Émotive, c'était à Cap-Santé, dont on avait beaucoup parlé en bien, et dans la région également. À cela s'ajoutait le livre Émotif qui, selon la présidente du symposium, Jeanne Leroux, est considéré comme une véritable œuvre d'art. Voici la réaction de Catherine Blackburn lorsqu'on lui a demandé d'être la présidente d'honneur. Jeanne m'a appelée pour me demander si je voulais être présidente d'honneur de l'événement. J'ai vraiment vu ça comme... en fait, c'était un honneur autant personnel que professionnel. Personnel parce que c'est ma ville depuis 21 ans. Je viens pas d'ici, mais j'ai vécu tellement de choses ici. Puis même, en fait, j'ai commencé, comme elle disait, quand j'étais jeune, j'ai trouvé mon style. J'ai étudié par contre en design intérieur. Puis quand j'ai fini l'école, mon conjoint, en fait, le père de mes enfants, venait de Portneuf. Donc là, j'avais déjà visité ici. Puis quand je passais sur le vieux chemin, c'était comme... Waouh, c'est beau ici, j'aimerais ça vivre ici. Puis j'avais loué un appartement en finissant de l'école. Là, j'avais en tête de me lancer à mon compte de la petite jeune de 19 ans qui avait des rêves. Selon Catherine Blackburn, pour une artiste qui débute un symposium, c'est très important et formateur. La voici à nouveau concernant son premier symposium qui était justement celui de Cap-Santé. Mon premier symposium, c'était ici à Cap-Santé. C'était pas gros à l'époque, c'était sur le vieux chemin que ça se passait. Puis c'était comme magique. Un symposium, là, pour un artiste qui commence, là, c'est une belle place parce que on rencontre d'autres artistes, on échange, on rencontre des amateurs d'art. Puis là, on voit les gens, les yeux qui brillent devant nos tableaux. Bon, moi, ce que je fais, c'est... là, mettons, je fais plus des scènes, mais au début, c'était vraiment plus des personnages un peu flyés, là, d'adolescentes qui s'expriment. Mais en même temps... J'attirais l'œil des personnes qui voulaient voir du nouveau, puis ça venait vraiment me chercher. Fait que là, je voyais que c'est un peu ça l'âme d'un artiste. Hein? On a besoin d'exposer, on a besoin de voir que ce qu'on fait peut plaire. C'est sûr que c'est agréable, en partant, on le fait pour nous. Mais quand on voit que ça plaît, c'est comme, wow, OK, on peut partager qu'est-ce qu'on a en dedans, puis les gens aiment ça. Et parlons justement de la programmation du symposium de Cap-Santé. J'ai avec moi deux personnes, William Doré, bonjour. Bonjour. Également avec nous ce soir, M. John Blouin. Bonsoir. Je devrais commencer par bonsoir. Justement, John Blouin va participer au mercredi découverte des jardins. On va revenir un peu plus tard là-dessus parce que, bon, c'est lié au symposium, justement. William, bon, du côté du symposium de Cap-Santé, est-ce qu'on a des nouveautés cette année pour la 22e édition? Bien, écoutez, comme les autres années, c'est 70 artistes qu'on va avoir. La grosse nouveauté, on va en parler tantôt, c'est les mercredis découvertes des jardins. Sinon, ça reste semblable aux autres années. C'est accord avec les coups de cœur des jardins, que les votes du public, le monde peut assister. Dans les symposiums du Québec, là, 70 artistes, j'imagine que ça doit être assez gros. Là. On voit pas ça souvent. Oui, c'est une bonne envergure. Ça prend beaucoup de logistique. On a une bonne équipe de bénévoles, au-dessus de 40 bénévoles qui nous aident à organiser cet événement-là, puis on ne réussirait pas sans ces bénévoles-là. Et ça, ces bénévoles-là, doivent-ils justement être prêts avant l'événement? Vous, je pense, là, les dates du symposium, c'est le 29 et le 30 juin. Oui, exact, 29-30 juin. Le comité organisateur, eux, travaille depuis le début de l'année. Ça fait plusieurs mois qu'on se rencontre à tous les semaines pour organiser cet événement-là. Après ça,
toute la grosse équipe de bénévoles viennent surtout dans la semaine avant le symposium pour préparer l'événement. Et là, le symposium, bon, pour ceux et celles qui bon, ils savent pas trop c'est quoi, il y a beaucoup d'artistes, on peut acheter leurs œuvres. C'est quoi l'expérience symposium de Cap Santé? Écoutez, vous allez retrouver encore les maisonnettes de Cap Santé avec des chapiteaux aussi. Vous allez voir rencontrer 70 artistes d'un peu partout au Québec, avec tous des arts visuels différents. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez acheter leurs toiles ou juste aller vivre l'expérience de voir toutes ces toiles-là. Et justement, pour un artiste, là, comme Catherine Blackburn le disait hier, c'est très important justement de pouvoir avoir le contact avec le public et les gens qui aiment justement ce genre d'art-là. Vous avez quand même d'autres offres autour du symposium, notamment une visite guidée de l'Église. Oui, le Conseil du patrimoine culturel de Cap Santé, c'est eux qui organisent les visites à l'Église. Donc, l'Église va être ouverte pendant le symposium. Il va y avoir un guide sur place pour... il y a beaucoup d'œuvres d'art dans l'église de Cap Santé. C'est un joyau patrimonial. Fait que allez visiter cette église-là. Et tout à l'heure, quand Catherine Blackburn parlait, on voyait justement la toile qu'elle a peinte pour le symposium. Il va y avoir un tirage de cette toile-là. Ça fonctionne comment? Oui, en fait... à l'achat d'un papillon, qui est l'emblème de notre symposium, c'est au coût de 5 $, vous avez la chance de gagner cette toile-là que Catherine a faite juste pour nous. Donc, les fonds reviennent au symposium, mais c'est seulement 5 $. C'est des magnifiques papillons peints par des artistes aussi. Tout individuel, il n'y en a pas un pareil. L'année passée, en 2023, avez-vous vu justement encore de l'engouement avec votre symposium? Il y a eu beaucoup de personnes au rendez-vous? Écoutez, après 22 ans, on est toujours content de voir que le public est là pour nous, que beau temps, mauvais temps, le public veut vraiment être là. C'est une belle expérience, des artistes incroyables qui sont là, donc... on est content d'avoir le public d'année en année. Et là, on va aller sur le deuxième sujet de ce soir. Peut-être avant, peut-être terminer avec le coup de cœur des jardins. Ça fonctionne comment? Oui, mais en fait, chaque artiste présente une œuvre qui va être exposée à la salle Albert Fortier, qui est sur la place de l'église ou l'événement. Puis le public est invité à voter pour leur artiste coup de cœur des jardins. Donc, vous votez pour votre coup de cœur, puis l'artiste gagnant, déjà, c'est un gros... C'est gratifiant. Oui, c'est gratifiant. Puis aussi, l'artiste va gagner un petit cadeau. Alors, on va pouvoir suivre ça dans justement la fin de semaine du 29 et 30 juin. Parlons maintenant, parce que oui, il y a le symposium, mais comme vous l'avez dit, il y a aussi une nouveauté, c'est-à-dire les mercredis découvertes des jardins. Ça se passe justement en soirée. Et le 12 juin, il va y avoir la présentation du film de John Blouin. John Blouin qui est avec nous ce soir, sur Armand Vaillancourt. Bonsoir, Monsieur Blouin. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu de votre film? C'est un film sur un des artistes iconoclastes les plus importants au Canada, qui se trouve être Armand Vaillancourt. Je l'ai suivi pendant 8 ans. Il dirait que j'ai été comme une gomme en dessous de sa botte, puis que j'ai juste pas lâché. Fait que j'ai pas lâché le morceau, puis j'ai fini par faire un film sur lui et avec lui. C'est un film c'est un portrait, mais on est très près de lui, on le suit, on trouve son essence. Armand Vaillancourt, c'est un peu comme le petit prince qui aurait bien vieilli. Il est là, puis il s'émerveille sur plein de choses. C'est pour ça que le film s'appelle Vaillancourt regarde si c'est beau, parce qu'il dit regarde si c'est beau, regarde comment c'est beau ça. Fait que c'est ce film-là qui va être présenté. Je suis vraiment content. Donc, M. Vaillancourt, là, comme personne, c'est une personne qui aime ça voir justement la beauté dans les choses, de ce que je comprends, de ce que vous me dites. Oui, c'est ça. Il s'émerveille à peu près sur tout. On le voit dans le film. C'est un immense sculpteur. C'est Armand, je l'appelle Armand, parce que après avoir fait un film sur lui, on devient... il y a du respect puis il y a de l'amitié qui se fait. Puis on va le voir dans le film aussi qu'il y a ça, mais c'est quelqu'un qui a été là pour c'est le père de la sculpture moderne canadienne. Il fait des performances. Il était là pour d'immenses causes sociales. Il a fait ça toute sa vie. Il le fait encore. C'est vraiment un film où est-ce que les gens dans la salle ils réagissent. Il rit, il y a des moments où est-ce que on s'émerveille aussi avec lui. Donc c'est presque une œuvre interactive sur écran. Ça s'adresse à qui votre film selon vous, M. Blouin?
Ben en fait, pour être franc, c'est pas mal tout le monde. Ouais. Des fois, il y a des enfants qui sont là, puis lui, il adore des enfants. Les enfants, il est comme aussi un grand enfant, il dit aussi. Les gens qui aiment l'art, les gens qui veulent en apprendre plus sur l'art, mais aussi la vie, parce qu'il est un peu philosophe au travers de ça. Je dirais, soyez curieux, venez voir, puis en sortant, je vous garantis que vous allez avoir une forme de souffle de liberté, comme il dit dans le film. Là, vous avez passé 8 ans avec lui et justement, vous avez fait un film par la suite. J'imagine il n'y aura pas un autre 8 ans et un autre deuxième film après. Ben, je suis peut-être un cinéaste un peu lent, là. Non, ben, j'aime prendre le temps de bien faire les films. Mais dans ce cas-là, ça a pris le temps que ça l'a pris. C'est drôle parce que quand on fait des films, des fois, la façon de faire les films va avec le sujet. Puis Armand, quand il fait des sculptures, souvent, ça prend du temps. Ça devient des épopées. Puis dans ce cas-ci, ça a été aussi une épopée de faire ce film-là. Puis l'idée, c'est de se rendre jusqu'au bout. Puis on le fait. Puis je suis content parce qu'il est en train de faire un peu le tour du Québec. Puis qu'il soit ici dans le coin... à Cap-Santé. Moi, j'habite maintenant Port-Neuf. Je suis vraiment content qu'il soit présenté au travers de ma communauté. Là. Merci. Et William, il va y avoir un second mercredi Desjardins avec un BDiste. Peux-tu nous en parler? Oui, en fait, c'est Richard Vallerand, qui est un BDiste, qui va venir nous parler un peu de son parcours de carrière, comment il en est venu à faire de la BD. Il est partout au Québec. Il a fait avec l'orchestre symphonique, là, vraiment faire dessiner en même temps que l'orchestre. Il touche un peu à tout, puis on va pouvoir découvrir un peu son parcours et sa technique aussi. Peut-être un petit atelier qu'il va avoir pendant la soirée. Donc, c'est une conférence qui va être aussi interactive. Donc, pour le film de John Blouin, c'est le 12 juin, à partir de 19h30, je pense, que vous commencez ça. Et c'est aussi 19h30 le 19 juin pour... Exact. Les deux sont à la salle Albert-Fortier sur la place de l'Église à Cap-Santé. Super. Alors, l'invitation est lancée et pour le symposium également, on va avoir l'occasion de reparler du symposium avant, justement, la fin de semaine du 29 et du 30. Bon, ben quand même, on peut... dire à nos téléspectateurs de regarder et de cocher sur leur agenda les dates pour pouvoir être présents. On rappelle que c'est gratuit, hein, les conférences et aussi le symposium, tout est gratuit. Donc, venez en grand nombre. William Doré, John Blouin. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été des nôtres ce soir. On va poursuivre justement en nouvelles parce qu'il y a un autre événement qui va avoir lieu peut-être un petit peu plus tard. C'est du 23 au 25 août 2024, le Raid Bras du Nord. Ça va se faire dans le tout nouveau parc Promutuel Assurance de Saint-Raymond. Le Raid Bras du Nord, c'est un des plus importants raids marathon du Québec et apporte beaucoup de retombées à la région. Juste en chiffres, c'est environ 1200 athlètes qui performent. Aussi, il y a un total d'environ 6000 visiteurs qui se déplacent dans la région et qui engendrent plus de 2000 nuitées lors de la durée de l'événement. Donc, c'est assez grandiose. En plus de ça, le Raid Bras du Nord a la vocation d'inciter les jeunes de la région à pratiquer le vélo de montagne. Et grâce à un partenariat avec Promutuel Assurance, c'est 20 000 qui seront attribués pour offrir des vélos. On entend Pascal Genois, directeur général pour le Raid Bras du Nord, à ce sujet. Cette année, nous offrirons donc à plusieurs écoles primaires et CPE de la région des vélos d'équilibre pour former la relève du vélo de montagne. Ce don de 150 petits vélos représente une somme de 20 000 supplémentaires qui s'ajoute aux 26 000 déjà remis par le Raid Bras du Nord suite à l'événement 2023. Alors, on parle maintenant côté spectacle. L'événement commence en grand vendredi le 23 août avec la grand-messe, l'ultime hommage aux Cowboys fringants et de Tears Theory. 3 spectacles sont prévus le samedi 24 août avec un hommage à Bob, Salut Gorgé, Tone Carl Band et Bonbon Pas Cher, tandis que Jimmy Stratosphère, star interplanétaire, va être présenté le dimanche 25 août pour les tout-petits du côté de la ville. Le maire Claude Duplain se réjouit de voir que les jeunes de Saint-Raymond sont dynamiques et œuvrent à multiplier les événements destinés aux familles. Le voici.
Cette année, plusieurs nouveautés sont au programme. En effet, nous profitons de nos 20 ans pour déménager notre site. Donc, nous allons au nouveau parc Promutuelle Assurance sur la route des Pionniers. En collaboration avec la ville de Saint-Raymond, nous sommes convaincus de pouvoir offrir à nos participants, à nos visiteurs, une fin de semaine encore plus agréable et remplie de surprises sur un site principalement plus grand. Ce déménagement nous amène aussi à revoir complètement nos parcours pour nos 3 journées d'activité. Pour la 3e année consécutive, nos événements se dérouleront sur 3 jours. Bon, évidemment, on comprend que ce n'est pas Claude Duplain. Évidemment, là, on vient d'entendre le président du conseil d'administration, Dominique Drolette, au sujet de ce qui s'en vient, en fait, du changement pour le parc Promutuel. Maintenant, on va écouter Claude Duplain, qui est bien content de voir que les jeunes prennent justement plus de place dans la vie active de Saint-Raymond. La nouvelle génération qui nous démontre leur savoir-faire. Pour moi, en tout cas, c'est la nouvelle génération, rendue à mon âge. Mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est santé, c'est spectacle, c'est organisation, festival, famille, les plus jeunes, santé encore. Je trouve ça extraordinaire ce que vous organisez. Nous, on était très fiers de vous accueillir dans ce qui va être le nouveau site sportif à Saint-Raymond. Pas tout à fait avancé comme on aurait voulu, mais on va s'organiser en conséquence. Et déjà, ça me trotte dans la tête de ce qu'on pourra faire. Organiser un site comme ça, c'est de l'ouvrage, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de planification sur lequel il faut travailler. Le changement de terrain amène tout de même un grand nombre de changements au niveau logistique. On écoute Pascal Genois une seconde fois. Au niveau de tout revoir les parcours, parce que les parcours, ils commencent pas à la même place, finissent pas à la même place. Contacter tous les nouveaux propriétaires terriens, avoir tous les droits de passage pour passer un peu partout, avoir les distances, parce que nous, on commence à vendre nos parcours au mois de février. Hein, fait que faut déjà savoir si on a un 30 km, un 50 km, un 60 km. Il n'y a pas eu beaucoup de neige, fait que Dom a pu commencer de bonne heure à faire les parcours. Ça s'en vient bien. Puis au niveau du site principal, ben là, c'est toute la logistique là, de où on met les chapiteaux, où on met les... fait que c'est tout ça. Là. Mais on est bien avancé. Là, on va être bien installé, on va avoir un beau site. Parlons maintenant d'événements un peu plus proches dans le temps, parce que dans la semaine prochaine, ce sera la Commission B de Saint-Casimir qui entame sa 9e édition avec une programmation qui mélange musique, bière et mets délicieux. Il y a quelques semaines, j'avais parlé justement avec le responsable. Vous pouvez retrouver cette entrevue sur les réseaux de CJSR. La programmation musicale demeure variée cette année. Le groupe rock québécois Gameskunk sera présent, les rythmes envoûtants de Gab Paquette et aussi la musique populaire du groupe Carquois. Évidemment, la Commission B demeure un festival familial et les familles présentes pourront profiter de beaucoup d'animations, de rues et d'activités. Samedi, les plus jeunes seront à l'honneur avec une programmation adaptée qui leur réserve beaucoup de surprises. Selon l'information qui a été transmise par la Commission B, des espaces conviviaux seront mis à disposition pour garantir aux familles une ambiance sécuritaire et chaleureuse. C'est un événement qui promouvoit les saveurs. La Commission B aura aussi sur site une vingtaine de kiosques qui met en valeur les meilleures brasseries et cidreries du Québec. Et finalement, encore cette année, l'événement offre des terrains de camping disponibles gratuitement pour accroître l'accessibilité à sa programmation. Le mercredi 5 juin, la MRC de Portneuf dévoilait son plan stratégique sur la mobilité durable s'étirant sur 15 ans, afin de s'orienter dans ses décisions concernant le développement de la région d'ici 2040. Bon, on se rappelle, en 2022, il y avait une grande phase de consultation sur le web, dont des entrevues individuelles et la formation de groupes de discussion pour l'élaboration de ce plan de mobilité durable. Avec la MRC, la Corporation de transport régional de Portneuf, la CTRP, a travaillé de concert avec la firme Vector 5 pour identifier les objectifs recherchés par ce plan. Stéphanie Poirier, l'agente de développement de la MRC, a expliqué sa vision, la vision de la MRC sur la mobilité durable pour 2040. La voici.
En 2040, grâce à des services de transport diversifiés, accessibles, inclusifs et intégrés, un réseau de transport actif étendu, connecté et sécuritaire, ainsi que des pratiques d'aménagement du territoire qui favorisent la proximité des résidences, des emplois et des services, les Portneuvois et les Portneuvoises réalisent des déplacements efficaces et durables qui contribuent à leur bien-être et à la qualité de leur milieu de vie. Donc, c'est ce qui a inspiré l'élaboration des objectifs et du plan d'action au niveau du plan de mobilité. 3 axes ont été identifiés dans l'élaboration de ce plan. On écoute Marie Perron, directrice générale de la CTRP. Axe 1, la planification, gestion et exploitation de la mobilité durable. L'axe 2, services et infrastructures de mobilité durable. Axe 3, sensibilisation, promotion et éducation. Il est clair que si on a beau avoir les meilleurs services possibles, si personne ne les connaît, bien, on n'arrivera pas aux objectifs qu'on s'est fixés. La MRC de Portneuf est l'une des rares MRC du Québec à pouvoir procéder à l'élaboration d'un plan de la sorte dans l'ensemble de la province. Normalement, ces plans se limitent à une seule ville, ce qui garantit moins une vision d'ensemble. Voici à nouveau Stéphanie Poirier à propos des actions concrètes qui sont proposées dans ce plan de mobilité durable de la MRC. Donc, on a une série d'actions qui vont permettre soit de bonifier les services qui existent déjà ou de développer et mettre en place de nouveaux services. Donc, rapidement, on parle de transport collectif à la demande, on parle de bonifier l'offre qui existe déjà vers les navettes vers Québec, des véhicules en partage, on parle de bonifier le réseau cyclable, les équipements en soutien à la mobilité durable, par exemple, faire bonifier les stationnements incitatifs, en faire des lieux centralisés avec toutes sortes au niveau de la recharge pour les vélos, la recharge pour les véhicules électriques, des équipements de mobilier urbain pour soutenir justement la mobilité durable et mettre en place une offre de navettes récréatives. Selon le préfet de la MRC, M. Bernard Gaudreau, le plan de mobilité durable sera un propulseur pour aménager le territoire de Portneuf. Le voici. Un plan de mobilité durable, ça peut paraître sexy en 2024. Hein? Tout le monde parle de transport, tout le monde parle des grandes vertus. Bien, Portneuf, le plan de mobilité durable, c'est un propulseur, un accélérateur de nos nouvelles façons d'aménager nos territoires, de penser le développement de notre territoire et surtout d'utiliser la mobilité comme un propulseur dans notre positionnement stratégique dans notre région, qui est la magnifique MRC de Portneuf. Et je tiens à rassurer les automobilistes, un plan de mobilité durable, ce n'est pas une chasse à la voiture. Là. Pas du tout. Le plan de mobilité durable prend conscience des enjeux de distance et que la mobilité en voiture, en automobile, va demeurer dans la région de Portneuf. Par contre, notre devoir, c'est de faire en sorte de tenter de multiplier ou de propulser d'autres offres qui vont s'additionner à celles que nous connaissons déjà afin de permettre à nos jeunes et moins jeunes de pouvoir, je dirais, expérimenter. Que ce soit évidemment le vélo, que ce soit l'autopartage, que ce soit le transport collectif, de tenter de bonifier déjà des transports structurants qui pourraient avoir une meilleure cohabitation, une meilleure utilisation. Donc, ce plan-là ne se veut pas statique, au contraire, il se veut évolutif. Yvan Barrette, le président du conseil d'administration de la CTRP, est heureux, lui, de voir que le plan va permettre d'améliorer la mobilité dans Portneuf dans les prochaines années, avec des étapes et des objectifs bien clairs. Ce plan sera disponible en version numérique en ligne et une version papier a été remise à l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf. Maintenant, on va parler un peu plus d'informations et j'ai avec moi quelqu'un qu'on connaît bien à CJSR, Aubert Tremblay. Bonjour Aubert. Bonjour, Danny. Merci d'être là. Depuis quelques mois, Aubert, tu travailles sur l'infolettre de CJSR. On va avoir des images à présenter de c'est quoi une infolettre, mais tu peux peut-être nous en parler. Et c'est quoi cette bébite-là et à quoi ça sert niveau information dans Portneuf? Parce que moi, j'ai toujours à cœur, justement, qu'il y ait le plus de gens qui s'informent, qui soient informés dans Portneuf de ce qui se passe dans Portneuf. Et puis, on se disait que le câble, c'est bien beau, tu fais une magnifique émission, là, mais ça ne rejoint pas tout le monde, ça. Avec l'infolette, c'est tout simplement un courriel qui rentre dans ta boîte à courriel, qui contient en résumé toutes les nouvelles dont tu viens de parler aujourd'hui, justement, ce soir, là, par exemple.
Oui, c'est ça. Justement, c'est envoyé. On doit être inscrit. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. C'est gratuit, oui. On s'inscrit et on reçoit les nouvelles, mais tu fais quand même un travail d'échantillonnage, en fait, parce que tu es capable, Aubert, d'amener les gens. Bon, OK, il y a eu une entrevue avec, par exemple, le symposium de Cap Santé. Tu peux cliquer directement. C'est interactif aussi là, comme outil. C'est ça. C'est là qu'on voit qu'il y a une grande différence quand même entre la télévision, parce que sur les infolettes, c'est de l'écrit avec une photo et des liens vers les reportages qui sont diffusés, vers les entrevues que tu as faites ou que les autres journalistes ont fait. Là. Donc, c'est vraiment du texte. Puis moi, mon travail, à chaque vendredi, après le lendemain donc d'Info CJSR, je fais des petits résumés en 1 ou 2 paragraphes avec des liens vers les entrevues, puis une photo. Fait que c'est très digestible, j'allais dire. C'est une très belle façon d'entrer facilement dans la nouvelle, si je peux dire. Et là, la raison pourquoi je t'ai invité ce soir, Aubert, pour parler de ça, c'est que durant la pause d'été, il n'y aura pas d'info CJSR là, à partir de la fin de la Confédération jusqu'à mi-août à peu près. Il y a quelques semaines où il n'y a pas d'info CJSR pour être encore, parce que les nouvelles n'arrêtent pas pendant ce temps-là, pour être encore au courant, l'infolette va poursuivre peut-être à moins grand débit, mais il va être là. Donc, je t'ai invité pour qu'on puisse dire aux gens de s'inscrire. Et ça, c'est simple. On va sur le... On va sur le site web de CJSR, puis il y a un bouton. Sur le Facebook de CJSR, il y a un bouton. Peut-être maintenant, je pensais à ça parce que je suis allé récemment à un colloque sur l'information, puis il y avait des ateliers sur l'information régionale. Puis les jeunes, ils sont plus sur Facebook maintenant. Non, ils ont changé. C'est ça. Il faut aller les chercher maintenant sur Instagram et surtout sur TikTok. Mais bon, on devrait développer ça. On va développer ça un jour. Mais pour l'instant, il n'y a pas tellement de gens qui sont inscrits actuellement à l'infolette. Et mon objectif, ce serait qu'il y en ait davantage. Fait que si les gens connaissent d'autres personnes qui voudraient simplement s'informer de façon facile, aisée, gratuite et courte, c'est rapide là, parce que tu n'es pas obligé de tout lire. Là. Tu sautes les nouvelles qui ne t'intéressent pas, puis tu vas voir l'entrevue parce que cette entrevue-là t'intéresse particulièrement. Tu ne vas pas voir les autres. C'est tellement plus digeste, justement. C'est un outil bien bénéfique pour justement l'actualité de CJSR, mais pour les gens de Portneuf qui veulent s'informer davantage. Et je pense que de toute façon, l'avenir est beaucoup quand même dans la diffusion sur le net. Hein, c'est normal. Puis le net, ça comprend le vidéo qu'on fait ici, ça comprend l'écrit, ça comprend le son aussi. Fait que donc, on peut tout mettre là, puis je pense que il faut développer absolument cet outil-là qui est Internet. Alors, en terminant, on vous invite à vous inscrire à l'infolettre de CJSR. Vous allez sur cjsrtv.com. Il y a un bouton. C'est gratuit. Vous mettez votre mail. Ensuite, je pense qu'il y a une petite confirmation à faire. Si vous ne l'avez pas, allez voir dans les courriers indésirables. Et ensuite, vous allez avoir à chaque semaine, vendredi, là, après le bulletin. Je fais ça les vendredis. Je fais ça les vendredis. Super. Bien, merci beaucoup, Aubert, pour ta présence ce soir. Je vais devoir poursuivre le bulletin d'information. Je te garde ici pour la caméra, mais justement, il y a quelques petites nouvelles là, en terminant. Et je voudrais peut-être aller justement du côté de... pardonnez-moi, je veux juste retrouver bien ma page. En fait, c'est une nouvelle qui nous vient de l'usine Alcoa de Deschambault qui a réussi à amasser 18 000 $ au profit de Leucan. Ça s'est passé dans le mois de mai, l'Association pour les enfants atteints de cancer. C'est un tournoi de baseball amical qui a eu lieu à Saint-Basile, accompagné de Michoui, que les participants ont amassé 12 000 $. Mais en plus de ça, il y a eu une somme de 5 500 $ qui a été amassée par une participante qui a réalisé le défi coupe-couette de Leucan. Ayant participé au défi tête rasée de Leucan pendant plusieurs années, l'équipe Alcoa a opté pour une formule de 2 journées de tournoi suivie de 2 soirées Michoui pour amasser les fonds. C'est toujours possible pour les entreprises de Portneuf et d'ailleurs d'organiser des événements pour Leucan. Selon l'organisme, organiser un événement comme tel va pouvoir justement rassembler les collègues au sein d'une entreprise
entreprise ou d'une communauté en créant justement une culture d'entraide. On termine donc le bulletin d'information ce 5 juin 2024. On est bien le 5 au bar. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On est le 6. On est le 6, me dit la régie. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci Tony qui vient de me ramener à l'ordre. On a également Luc Aubert qui a été à la technique. Merci à Arthur, Charles et Philippe Papillon. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Voici des images de la captation qui a été effectuée au cimetière de Sainte-Catherine en fin de semaine. Bonne fête.